On voit rien là, François. Mais si, on te voit. Non, mais... Au mois de juin 2023, il y a 2 ans, jour pour jour, Poésie Not Dead a invité le groupe performatif Femmes à Poil, dont je fais partie avec Sonia Kuipers. On avait invité d'ailleurs Constantin Leu et d'autres gens à la manifestation Kiosque en fête, initiée par la mairie de Paris. Sonia avait déambulé dans un costume de nudité avec un masque de chirurgie esthétique raté et des lunettes de soleil, un bébé en plastique et un recueil de Sylvia Plath dans les bras. J'ai déambulé avec 50 mètres de tulle dans un costume de nudité comprenant des seins en mousse et un pénis en mousse. Un groupuscule présent a appelé la police, qui nous a laissé continuer. Le lendemain, le chef du groupuscule nous rendait médiatiques sur son compte Twitter, et ce fut la consécration de la fachosphère. Boulevard Voltaire, Mr Fred, d'autres comptes YouTube de philosophes autodidactes d'extrême droite. Résultat, 2 mois de cyberharcèlement par toutes sortes de néo-penseurs et penseuses. On a mis tout le monde d'accord. C'était assez éprouvant. C'est pourquoi, aujourd'hui, je suis en civil pour vous lire ce texte dans l'espace public. Aujourd'hui, en tant que femme, il faut être lucide. Depuis que la tendance est à la pétasse exotique importée, le marché a changé. Elles ont faim, les meufs. Elles sont prêtes à tout. La bouffe, le ménage pour pas un rond, de la gym toute la journée. Discrète mais sexy en toutes circonstances. Pas évident de faire la différence. Bon, moi, j'ai une maîtrise de sexologie. J'enchaîne les classiques les doigts dans le nez et j'ai une formule un peu plus fun avec un poney. Parce que j'adore les animaux. C'est mon côté authentique. Mais si ça suffit pas, avec le syndicat, on passe à la vitesse supérieure. Intimidation, clé de bras, kidnapping s'il le faut, clé de jambe, chantage. On a les moyens d'enrayer la fuite des fils de famille bourrés d'oseille. C'est pas en votant des lois ou en distribuant des tracts sur des yachts qu'on va les empêcher de baiser à l'étranger. Et contrairement à ce qu'on voudrait nous faire croire, c'est pas en étant sympa non plus. Une fois qu'on les tiendra par les couilles, là, on pourra discuter. Et tranquillement, éventuellement, envisager un grand mariage en blanc sous le régime de la communauté. Bravo. So
So marvelous, so gorgeous, so delicious, so glorious, so fabulous, so brilliant, so excellent, so magnificent, so wonderful, so beautiful, so delightful, so terrific, so fantastic, so amazing, so charming, so lovely, so pretty, so crazy, so sexy, so splendid, so really great, so super cute, so marvelous, so gorgeous, so delicious, so glorious, so fabulous, so brilliant, so excellent, so magnificent, so pretty, so sexy, so super cute, so. Mon oasis, vert et doré, où rien est tout, infiniment, cosmogonie en 3D. Je nage dans un temps parallèle, peuplé de fantômes animaux. Le présent est un serpent. Dansons enlacés dans les illusions, utopie à sauver. Cosas de la vida triste. La luz en nuestros ojos. Always trying to be free. Birds are our souls. Et je te dis un secret. La vie, tu sais, c'est la vie. Bruja. Quizás soy una bruja. Mi madre, con sus ojos negros, es una bruja. Mi abuela, con sus ojos negros, era una grande bruja. Mis 3 hermanas tienen los ojos negros y son brujas también. Yo tengo los ojos verdes. Quizás soy una bruja verde. Una bruja que habla con la naturaleza, los animales, los árboles, los pájaros y el gran cosmos. Una bruja de la noche y de la luz. Quizás soy una bruja verde. Negro y blanco, me gustan partes diferentes del mundo.
Oh my God, oh my God, oh my God, oh my God, oh my, oh my, oh my God, oh my, oh my, oh my, oh my God, oh my, oh my God, oh my God, oh my, oh my, oh my, oh my, oh my, oh my, oh my God, oh my, oh my, oh my God, oh my God. Oh my, oh my, oh my God, oh my God, oh my, oh my, oh my God, oh my God, oh my, oh my God, oh my God, oh my God, oh my, 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 oh my God. Merci. Bravo, bravo. Celle d'Arnaud Labelle-Rojoux. Je ne vais pas vous lire un texte que j'ai écrit. Je vais vous lire un texte vieux d'il y a presque exactement 100 ans. Un texte de 1924 qui est une espèce de trouée de l'époque moderne dans cet hymne aux contemporains que constitue cette soirée, et qui est une façon de rendre hommage au site sur lequel nous nous trouvons, une façon de rendre hommage au parc des Buttes-Chaumont, et c'est sans doute l'un des plus beaux textes de la langue française, du moins de son époque moderne, dont une partie est consacrée au parc des Buttes-Chaumont. Ce texte s'appelle « Le paysan de Paris », on le doit à Louis Aragon, et les extraits que je vais vous lire constitue un montage tiré d'une même partie qui s'appelle « Le sentiment de la nature au Buttes-Chaumont ». Le texte commence, donc le texte met en scène son auteur-narrateur, Louis Aragon. Nous sommes en 1924, il s'ennuie un peu, il décide d'aller voir André Breton, qui à l'époque vit dans son atelier rue Fontaine, à Montmartre. Il débarque chez lui vers 20h30, 21h. Il le trouve attablé. À l'époque, on dîne assez tôt. Ils en sont au dessert. Et il sort de chez André Breton avec Breton et un troisième complice qui s'appelle Marcel Noll, qui est une espèce de figure secondaire du surréalisme. Ils sortent tous les trois. Ils errent un peu dans le quartier de la rue Fontaine, ils errent un peu dans Montmartre, et le premier passage que je vais vous lire commence à ce moment. André Breton ne voulait pas marcher plus loin. Marcel Noll proposait d'aller à Montparnasse, et moi, boire était tout ce que j'imaginais. Cette espèce de crépuscule de la décision se traîna avec nous jusqu'au carrefour de Châteaudun, qui est celui où les accidents à Paris aiment le mieux à se produire. Prendre un taxi nous parut alors plus facile que de prendre une résolution. Noll, toujours hanté par des coïncidences récentes, à tout hasard donnait l'adresse du Lion de Belfort, parce que le jour même, Robert Desnos avait dû s'y trouver, et qu'à la même heure quelqu'un d'autre, quand André Breton proposa d'aller au Buttes-Chaumont, qui sans doute était fermé. Certains mots entraînent avec eux des représentations qui dépassent la représentation physique. Les Buttes-Chaumont levaient en nous un mirage, avec le tangible de ces phénomènes, un mirage commun sur lequel nous nous sentions tous trois la même prise. Toute noirceur se dissipait sous un espoir immense et naïf. Enfin, nous allions détruire l'ennui. Devant nous s'ouvrait une chasse miraculeuse, un terrain d'expérience, où il n'était pas possible que nous n'eussions 1000 surprises, et qui sait, une grande révélation qui transformerait la vie et le destin. C'est un signe de cette époque que ces trois jeunes gens tout d'abord imaginent, et rien d'autre, une telle figure d'un lieu. Le romanesque a pour eux le pas sur tout attrait de ce parc, qui pendant une demi-heure sera pour eux la Mésopotamie. Cette grande oasis dans un quartier populaire,
Une zone louche où règne un fameux jour d'assassinat. Cette ère folle, née dans la tête d'un architecte, du conflit de Jean-Jacques Rousseau et des conditions économiques de l'existence parisienne. Pour les trois promeneurs, c'est une éprouvette de la chimie humaine où les précipités ont la parole et des yeux d'une étrange couleur. S'ils supposent avec exaltation que les buttes peuvent rester ouvertes la nuit, ils n'y espèrent pas une retraite, la solitude, mais au moins la retraite de tout un monde aventureux que le singulier désir de venir dans cette ombre à trier et grouper selon une ressemblance cachée à la pointe du mystère. Ils ne redouteront guère que de donner dans un rendez-vous déjà fréquenté de cette clique qu'ils ont rencontrée dans les nuits du bois de Boulogne et qui est sans énigme aujourd'hui pour eux. Ce qu'ils recherchent, ce ne sont pas des amateurs de plaisir. Ils cherchent des curieux et ce mot dans leur bouche caractérise une forme active de l'intelligence. À l'instant où ils constatent que la porte des buttes est ouverte, on imagine l'état d'esprit des trois compagnons. L'un d'eux, Nol, n'est jamais venu dans ce lieu auquel il est amené après une journée de superstition, d'inquiétude et d'ennui, dans un brusque sursaut imaginatif qu'aident encore ses deux amis par le propos qu'ils tiennent de ce jardin, duquel ils ont retenu le grand pont des suicides, où se tuaient, avant qu'on ne le munît d'une grille, même des passants qui n'en avaient pas pris le parti, mais que l'abîme tout à coup tentait. Ils en ont retenu le belvédère. Il ne semble pas croyable qu'on puisse aller la nuit au belvédère. Le belvédère et le lac, et l'invraisemblable diversité de cette construction de vallons et d'eau vive. Il est 9h25, et une brume épaisse est descendue sur toute la ville. Les hauts becs de gaz comprimés qui éclairent le parc forment de grandes traînées sulfureuses dans cette double nuit où montent les troncs d'arbres. Quelques garçons en casquette sortent des buttes et s'éloignent sans chanter. Nous entrons dans le parc avec le sentiment de la conquête et la véritable ivresse de la disponibilité d'esprit. Parmi les forces Dans son ensemble, le parc des Buttes-Chaumont couvre 25 hectares de terrain. Exécuté pendant la seconde moitié du XIXe siècle, il est dû à Barillet-Deschamps et à Alphand, directeurs des promenades et jardins. Il s'étend sur un quart de la superficie du quartier du Combat, enfoncé comme un coin dans ce quartier de l'est à l'ouest, à la partie moyenne de la ligne de la rue de Crimée qui le sépare du quartier d'Amérique. Parmi les forces naturelles, il en est une de laquelle le pouvoir reconnu de tout temps reste en tout temps mystérieux et tout mêlé à l'homme. C'est la nuit. Cette grande illusion noire suit la mode et les variations sensibles de ses esclaves. La nuit de nos villes ne ressemble plus à cette clameur des chiens des ténèbres latines, ni à la chauve-souris du Moyen-Âge, ni à cette image des douleurs qui est la nuit de la Renaissance. C'est un monstre immense de tôle, percé 1000 fois de couteaux. Le sang de la nuit moderne est une lumière chantante. Des tatouages. Elle porte des tatouages mobiles sur son sein, la nuit. Elle a des bigoudis d'étincelles. Et là où les fumées finissent de mourir, des hommes sont montés sur des astres glissants. La nuit a des sifflets et des lacs de lueur. Elle pend comme un fruit au littoral terrestre, comme un quartier de bœuf au point d'or des cités. Ce cadavre palpitant a dénoué sa chevelure sur le monde, et dans ce faisceau, le dernier, le fantôme incertain des libertés se réfugie, et puise au bord des rues éclairées par le sens social son désir insensé de plein air et de péril. Ainsi, dans les jardins publics, le plus compact de l'ombre se confond avec une sorte de baiser désespéré de l'amour et de la révolte. Elle donne à ces lieux absurdes un sens qu'ils ne se connaissaient pas. À l'encontre de l'idée courante, ce n'est pas pour le faste que Louis XIV fit construire Versailles, mais pour l'amour, qui a aussi sa majesté, avec les cachettes du feuillage taillé, les promenoirs des grottes et le peuple dément des statues.
Aujourd'hui, l'hygiène tient lieu de pompe aux habitants des villes, et c'est en son nom que dans l'inconscience ils aménagent ces retraites de verdure qu'ils tiennent naïvement pour un refuge contre la tuberculose. Et puis la nuit descend, et les parcs se soulèvent. Comme un homme qui s'endort dans le train se balance, et sa main pend, et bientôt tout ce grand corps qui oublie la vitesse du wagon va se plier dans l'immobilité du rêve. Ainsi la moralité urbaine, soudain, vacille sous les arbres.